Ok, c'est parfait. Donc, bienvenue à tous, Camille, Vincent et Mohamed et les autres qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, un sujet assez bateau, on va dire, créer un calendrier éditorial performant. On aurait l'impression de dire que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir l'intelligence de bien connaître son sujet, son offre, et puis de proposer des thématiques d'articles et de contenu derrière. On va voir que c'est un peu plus compliqué. On va voir aussi que, sans doute, dans la méthodologie, il y a des étapes qu'il vaut la peine de détailler. C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Alors, pour déjà clarifier un petit peu le travail ou le rôle du calendrier de contenu, dans une agence comme la nôtre, où on produit du contenu au quotidien, puisque nous sommes une agence de content marketing de contenu, une agence de inbound marketing et de SEO, donc on produit du contenu performant marketing au quotidien, on a 3 grands piliers: mesurer, planifier, engager. Dans la première phase, la mesure, donc quand on prend un projet à bras-le-corps, la première chose qu'on va faire, c'est effectivement cette mesure. C'est un peu comme quand vous voulez prendre votre santé en main ou votre bien-être en main. La première chose que vraisemblablement vous allez faire, c'est une prise de sang pour voir si vous manquez de fer, de magnésium, de sodium. Eh bien, c'est un peu la même chose. On va faire un diagnostic. Dans ce diagnostic, on va faire un diagnostic SEO, un diagnostic donc sur l'expérience utilisateur, sur la base du taux de rebond, des temps de lecture, du taux de clic profond, etc. Et on va faire donc un audit des KPI, des indicateurs de performance. Et déjà là, en fait, ces éléments vont être cruciaux pour la construction de notre calendrier. D'ailleurs, on le voit que dans la deuxième phase, qui est la phase de planification, où à la fois on choisit un positionnement. Le positionnement sera de choisir, par exemple, des sujets qui sont positifs, des sujets qui sont plus à valeur conseil, à valeur inspiration. Je prends un exemple. Nous travaillons pour un éditeur de logiciels justement dans la restauration. Je parlais du no-show tout à l'heure. Eh bien, on a décidé de ne pas traiter des conseils marketing traditionnels aux restaurateurs parce qu'on ne veut pas se substituer à leur plan marketing et que donc dans notre positionnement, si vous voulez, d'une part parce qu'un de leurs concurrents le fait beaucoup, d'autre part parce qu'on estime qu'on n'a pas à donner des leçons de marketing à nos clients, ce n'est pas notre valeur ajoutée, eh bien, pour le coup, ce positionnement nous indique donc le type de contenu qu'on va traiter ou le type de thématique qu'on va traiter, le type de thématique qu'on ne va pas traiter. Et à partir de là, on peut intégrer en fait cette ventilation, ce positionnement dans la matrice des contenus. Je reviendrai sur cette notion puisque je vais vous montrer un exemple de matrice de contenu et dès lors aussi voir comment ce positionnement va être en phase avec un plan média. Typiquement, de nouveau, sur ce client qui a un projet parallèlement de réservation responsable. Donc, pour toute réservation dans un restaurant, le restaurateur reverse une certaine somme d'argent à un projet solidaire en Inde. Eh bien, typiquement, on a choisi des médias comme LinkedIn ou comme la newsletter pour pouvoir communiquer avec les restaurateurs qui sont clients de cette réservation responsable ou pas, et avec les prospects, c'est-à-dire les autres clients de la solution de réservation, mais pas encore réservation responsable. Et donc, dans ce plan média, on va intégrer notre positionnement. D'accord ? Donc, vous voyez que déjà à ces niveaux-là, ça projette la configuration du calendrier éditorial. On a déjà des contraintes. On ne va pas tout dire et on ne va pas tout dire n'importe où. D'accord ? Et ce n'est qu'après, en fait, qu'on a cette troisième phase d'engagement où on va produire du contenu et donc faire du content marketing, de l'email marketing, du social marketing. Donc, en fait, on va dire que ce calendrier éditorial, il va déjà se bâtir dès les premiers jalons d'un plan d'action inbound ou d'un plan d'action de contenu ou de content marketing. Et qu'au fond, toute la phase de production et de diffusion, elle ne servira de nouveau en fait qu'à être mesurée, auditée. Alors typiquement dans l'engagement, un cas de figure où le calendrier éditorial va être remis en question, c'est un cas de figure peu heureux et assez critique, c'est notamment en cas d'actualité
assez particulière, soit de l'entreprise, soit du secteur, soit en général, et qui va remettre en cause du coup les partis pris du calendrier. Je pense notamment aux attentats du Bataclan qui nous avaient obligés à l'époque, pour plusieurs de nos clients, à complètement revoir effectivement le calendrier éditorial parce qu'il n'était pas question d'aller traiter certains sujets en ces temps terribles d'actualité difficile. Donc voilà un peu tout le trajet de la mesure, planification, engagement. Et c'est là qu'on voit du coup que le calendrier éditorial n'est pas du tout en fait un outil qu'on va simplement instaurer au moment d'engager les utilisateurs, mais bien un travail qui va jalonner tout le parcours, tout le plan d'action. Alors, autre chose aussi, une autre raison pour laquelle ce calendrier éditorial est un outil très critique, on sait que le contenu, quoi qu'on en dise, coûte cher. C'est-à-dire que le temps précisément de planification, le temps de production, de diffusion. Aujourd'hui, on voit en plus qu'on peut pas se contenter d'articles texte. Il faut du podcast, il faut de la vidéo, de l'infographie, du son, de l'image animée. Donc, on a une pléthore de dispositifs différents. Et donc, ce contenu qui coûte cher, il va falloir absolument rationaliser sa production et surtout optimiser son rendement. Alors, 3 volets sur lesquels on peut optimiser le rendement. D'abord, ce qu'on appelle le retour sur contenu. Typiquement, je suis en train ici de faire un webinaire sur le calendrier éditorial et je prépare déjà, évidemment, l'email que vous allez recevoir par la suite, dans lequel vous aurez l'enregistrement de ce webinaire, mais également voilà, en somme, ce que je vous aurais donné comme conseil et ce que je vous aurais partagé comme bonne pratique au cours de ce webinaire. Donc, ce sera un deuxième dispositif éditorial sous la forme d'email qui reprendra ces éléments que je pourrai reprendre ensuite comme article à publier sur notre site internet. Donc là, et puis ça me permettrait également, par exemple, de faire une infographie sur les 5 essentiels ou les 5 fondamentaux du calendrier éditorial. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le retour sur contenu, c'est l'idée que quand on a une thématique, on a un sujet, on pense déjà dans le calendrier éditorial, au fond, à varier les dispositifs, à décliner la thématique sur différents types de sujets. Donc, un calendrier éditorial aussi, ça veut dire que ce n'est pas que de la thématique et que un sujet, c'est aussi un format, un type de contenu et un moment, puisque ça s'appelle calendrier, de publication. Donc ça, c'est le retour sur contenu. Pourquoi ? Parce que on parle ici, regardez, j'évoque le terme contenu-service. Dans le calendrier éditorial aussi, le gros souci, c'est d'estimer qu'on doit faire du contenu actuel, au sens avec une valeur chronotypique. Le problème de ces types de contenus-là, c'est que, c'est pas qu'il ne faut pas en faire, bien sûr, il faut en faire, mais le problème de ce type de contenu, c'est qu'on aura tendance, du coup, à avoir un contenu qui a une durée de vie très légère, très très courte en fait. Et le problème, c'est que si on veut capitaliser, rentabiliser son contenu, c'est précisément ce qu'il va ne pas falloir faire. Donc là encore, on va devoir varier les types de contenus. Contenu d'actualité, contenu opportuniste, j'y reviendrai, et contenu, on va dire, beaucoup plus stable, pérenne. Et le contenu service, c'est cette notion en fait que dans votre calendrier, l'important, c'est surtout de répondre au fond à des questions et des problématiques clients et prospects, plutôt que de surfer sur la vague des marronniers. Je dis pas non plus qu'il ne faut pas utiliser les marronniers, mais c'est un danger, le marronnier en tant que, à la fois, c'est assez superficiel. On a tendance à croire que parce que ça concerne tout le monde, du coup, ça concerne effectivement nos cibles également. Le souci, c'est qu'il y a une concurrence énorme parce que tout le monde va parler des marronniers. Tout le monde voit ce que j'entends par marronnier. Hein. Donc, ce sont ces thématiques récurrentes qui vont être les impôts, les grandes vacances, la fête des mères, la fête des pères, le salon de l'auto, etc., etc. Et donc, qui vont évidemment être des thématiques où c'est sympa parce qu'on va surfer du coup sur le vécu des gens et sur l'expérience des gens et incorporer, intégrer notre offre dans une expérience de vie plus globale, mais en même temps avec aussi cette problématique de concurrence énorme et puis aussi de très faible durée de vie, puisque effectivement, on se retrouve du coup sur un contenu qui n'est pas du tout pérenne.
Alors, deuxième élément, le retour sur attention. Donc, outre le fait qu'on va devoir produire des contenus qui seront déclinables, qui seront recyclables, et donc qu'on arrête de considérer le contenu comme un Kleenex, on se mouche et puis on le jette, mais c'est plutôt un vrai bon vieux mouchoir en tissu, il y a le retour sur attention. Le retour sur attention, c'est le fait d'intégrer dans son calendrier éditorial des éléments de requête des utilisateurs. On a suffisamment d'outils aujourd'hui sur le web pour investiguer ce que recherche notre cible. On a à la fois le Google Analytics, même si à 80-90% c'est du not provided, il y a moyen de croiser, notamment avec la Google Search Console, les mots-clés qui amènent les gens sur notre site internet. Donc ça, c'est déjà un aspect. Deuxième aspect, il suffit d'aller sur des outils comme le planificateur de mots-clés de Google ou d'autres outils qui agrègent en fait les recherches des utilisateurs pour voir effectivement et pour mieux investiguer quelles sont les questions de nos utilisateurs. Donc le retour sur attention, c'est le fait simplement de s'assurer que les sujets qu'on va traiter sont attendus et recherchés par nos utilisateurs. Et cela, malheureusement, dans notre pratique, on voit encore que souvent, ça manque. Il n'y a pas de croisement entre les requêtes des utilisateurs et les choix de sujets qu'on veut traiter. Alors, on peut aussi se dire qu'il ne faut pas forcer l'un par rapport à l'autre. Il ne s'agit pas non plus de faire que du SEO. En revanche, ce qui serait important, c'est de formuler en tout cas les thématiques qu'on veut travailler sous cet angle des requêtes utilisateurs. Et enfin, troisième aspect essentiel, c'est le retour sur effort. Return on effort. Donc, c'est return on content, return on attention, return on effort. OK? Donc, j'aurais pu mettre effectivement RSC, RSA ou RSE. Sauf que c'est parfois d'autres confusions avec d'autres abréviations. Donc, le retour sur effort, c'est quoi? C'est l'idée qu'il faut encore, quand on produit à la fois le calendrier et derrière les articles, avoir une volumétrie, une quantité d'efforts qui du coup génère la qualité suffisante, mais pas au-delà non plus. Donc il faut économiser et rationaliser une fois de plus ces efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on va devoir effectivement, calibrer à la fois le nombre de contenus, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y aura un minimum et un maximum. Et que ce minimum et ce maximum seront, une fois de plus, respectés. Donc, c'est-à-dire que si on fait un article par semaine, on s'attache à garder cette fréquence et ce rythme de un article semaine, qu'on agrégera en fin de mois. 4 articles, c'est pas mal, ça nous fait une belle newsletter. Il y a suffisamment d'outils aujourd'hui qui permettent aussi d'agréger automatiquement ces contenus en une newsletter. Je pense notamment via le fil RSS. Si vous utilisez un Mailchimp et un Mailjet, il y a tout à fait moyen de générer des newsletters par ce biais. Et cet article hebdomadaire, par exemple, on s'assurera, selon nos besoins justement de SEO ou pas, eh bien, on s'assurera qu'il soit optimisé également pour le référencement et dès lors qu'il fasse minimum 400 à 500 mots. Si on veut déjà, alors forcément plus c'est toujours mieux, surtout si on veut d'autres choses. Par exemple, on voudrait un taux d'attention, on voudrait montrer notre expertise et dès lors on sera sur des contenus qui seront plutôt de 800 ou 1000, 1200 mots. Parce que là, on aura à la fois une richesse au niveau de la sémantique et du cocon sémantique, mais on aura aussi la possibilité de traiter en profondeur un sujet avec peut-être une interview, du verbatim d'un expert, un témoignage client, une étude de cas. Sauf que, évidemment, en termes à la fois de coût et de temps, c'est énorme, un article de 1200 mots par semaine. Cela étant, c'est vrai que dans la pratique, on voit depuis quelques mois quand même que c'est une tendance à augmenter la volumétrie des contenus qui sont produits, surtout à destination du SEO. Donc voilà un peu les 3 éléments fondamentaux qui vont du coup un peu régir aussi la construction de votre calendrier éditorial. S'assurer du retour sur contenu potentiel, du retour sur attention et du retour sur effort. Donc, dans le retour sur effort, je vous l'ai dit, on va calibrer les contenus à la fois
en termes de nombre de contenus par mois, par exemple, en termes de calibre aussi, simplement du nombre de mots par contenu ou du nombre de secondes, de minutes par vidéo ou du nombre de minutes par podcast, par exemple. Donc, ces 3 indicateurs sont essentiels. Et là, vous avez les fondamentaux, donc entre à la fois la méthodologie et les 3 critères, on va dire, de stratégie, on a les fondamentaux d'un bon programme de contenu. Alors, du coup, si on revient sur le calendrier éditorial en tant que tel, ça veut dire que, si on veut le définir, à l'aune de ce qu'on vient de dire, c'est un document écrit qui va consigner dans le temps la conception, la production, la publication, la diffusion et la mesure des performances du patrimoine éditorial. Et oui, du patrimoine éditorial, parce qu'on n'est plus juste dans le programme, là, on est aussi dans la sédimentation, et ça aussi, c'est un élément important. On ne peut pas construire un calendrier éditorial en oubliant ce qu'on a produit il y a 2 mois, en oubliant ce qu'on a produit l'année dernière. L'important, c'est de créer, si vous voulez, un patrimoine, comme quand on joue au Monopoly. Et donc, l'idée, à un moment, c'est de recueillir les fruits de ce patrimoine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette semaine, je vais créer un article sur le calendrier éditorial, les grands fondamentaux, parce que c'est ce que je vais vous envoyer par email après ce webinaire, eh bien peut-être que le mois prochain, je parlerai plus effectivement du choix des sujets dans le calendrier éditorial et des stratégies pour choisir ces sujets et son positionnement dans le calendrier éditorial. Le mois d'après, je ferai peut-être la mesure des performances d'un calendrier éditorial. Et à mesure, en fait, ces 3-4 éléments, hein, c'est un peu comme on aura 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, je peux acheter un hôtel, et bien à partir de là, ça me permettra de créer un livre blanc, de créer un dossier, de le proposer au téléchargement moyennant un email, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on va créer ce patrimoine, toujours dans cette notion de contenu-service, comme je vous le disais. Donc au fond, si vous voulez, dans cette dynamique-là, le calendrier éditorial va servir aux 3 phases de la production de contenu. Dans la planification, où on va définir les sujets, on va mettre en place le planning éditorial aussi. Alors quand je dis le planning, c'est à la fois du côté du comité éditorial, du comité rédactionnel et du traffic management et du community management. On va définir les angles en fonction de la maturité des cibles, des échéances aussi, puisqu'on va essayer d'intégrer toutes les offres commerciales, forcément. On ne va pas se contenter de créer des contenus juste sur des sujets, on va dire, très généralistes. On va essayer de créer aussi un calendrier qui va intégrer, en fait, des sujets qui seront la possibilité de travailler sur l'offre commerciale. Et puis, on va définir les volumes et les canaux, comme j'en ai parlé. Au moment de la production, on va identifier les contributeurs, briefer les rédacteurs ou producteurs de contenu. Très important, cette phase de briefing. Très souvent, d'ailleurs, elle est négligée. Alors, on a encore le cas dernièrement avec un de nos clients qui estime que d'une part, puisque nous rédigeons leur contenu, ce sont des pages thématiques de quand même 3000 mots sur des thématiques, eh bien, ils ne nous briefent pas. C'est-à-dire que, alors qu'eux connaissent leur site internet, c'est leur cœur de métier, ce qu'ils font, et ils estiment que puisqu'on produit, eh bien, on fait des recherches et sur la base de ces recherches, on pourra derrière fournir un livrable. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut un cahier des charges, il faut a priori, effectivement, qu'on ait une ligne directrice, alors qu'on convient ensemble, évidemment. C'est pour ça qu'en général, nous, on va créer des modèles de briefing avec des questions qui permettent au client, effectivement, de se positionner sur son choix, sur son angle. On parle ici, effectivement, de définir les angles, la maturité des cibles, les échéances. C'est effectivement, typiquement, ce qu'on va retrouver dans le briefing. Et d'ailleurs, lorsqu'on a produit le premier échantillon des pages thématiques, le client nous est revenu avec, du coup, des précisions sur la manière de parler des prix, des précisions sur le maillage interne à faire avec les autres pages, tous des éléments que nous aurions dû recevoir en amont de la mission. Donc ce briefing est essentiel. Il est d'autant plus essentiel que quand on doit produire des volumes de contenu assez conséquents, plus le briefing sera bien fait, plus on fera d'efforts dans le briefing, moins on devra faire d'efforts dans l'édition, la relecture et les allers-retours. Nous pouvons nous targuer, nous, chez We Are The Words, d'avoir en général besoin que de 1 à 2 allers-retours grand maximum entre le client et nous
au moment où on livre un contenu, parce que effectivement il y a eu ce fameux briefing et parce que entre le briefing et la validation, le bon à tirer, on a également ce que chez nous on appelle le fil de fer. Et le fil de fer, c'est quoi? C'est une sorte de squelette, de structure de l'article. Et donc on fait d'abord valider ça avant de faire valider un écrit, un rédactionnel complet. Donc cette phase d'édition et de validation, effectivement, elle va devoir être intégrée également. Alors là, c'est vraiment un parti pris, c'est de se dire, est-ce que le calendrier éditorial est un calendrier qui juste reprend des thématiques mais qui n'est pas opérationnel, ou alors on a des couches, c'est-à-dire qu'on va partager entre les différents départements un calendrier éditorial qui soit de global picture, donc la grande vision et le côté stratégique, le côté vraiment plus thématique, patrimoine, et deux, sa déclinaison en opérationnel, c'est tout à fait possible, je vous montrerai quelques outils pour le faire, et du coup, dans la partie plus effectivement opérationnelle, on aura alors intégré également les phases d'édition et de validation, et sans doute également les phases d'agrémentation et d'intégration qui sont plus, si vous voulez créer un diaporama, des quiz, par exemple, ce qu'on fait de plus en plus également, hein, parce que ça permet de bien segmenter une base de données, par exemple, de bien segmenter des ensembles d'utilisateurs qui soient clients ou prospects. Bien, il va falloir agrémenter ces quiz, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer dans l'outil de quiz, il faut trouver des images, il faut intégrer les images. Tous ces aspects-là sont effectivement à intégrer aussi au niveau opérationnel dans votre calendrier. Et après, il y a la partie de la diffusion, qui bien souvent d'ailleurs est un calendrier à part, hein, ça va être un troisième volet du calendrier, une troisième couche hein, sur la lasagne, c'est-à-dire le moment de la mise en ligne, le relais sur les réseaux sociaux, l'animation communautaire, parce qu'il ne s'agit pas juste de pousser l'article, il faut encore y aller y mettre un commentaire, aller revoir sur l'article, sur le post Facebook qu'il y ait ou pas des commentaires, typiquement pareil sur LinkedIn également, s'assurer que les relais internes et les ambassadeurs internes aient relayé le post LinkedIn également, et puis pourquoi pas travailler plus loin encore sur le relais de ces articles en poussant le web linking, en allant chercher d'autres sources, en leur disant qu'on a écrit un article ou un contenu sur tel sujet et que dès lors, ce serait sympa qu'ils le mentionnent. Et puis évidemment, du coup, la mesure des performances, à la fois le trafic entrant sur l'article en tant que tel, mais également, évidemment, le temps de lecture, je vous l'ai dit, le nombre de clics, le click-through, le nombre de partages, etc., etc. Et donc, et aussi, évidemment, les liens entrants à partir de ces articles. Donc voilà un peu toute la dynamique. Et donc, on voit que du coup, ce document, ce calendrier est effectivement un fameux challenge et un fameux outil en tant que tel. Si on résume du coup comment est-ce qu'on va construire ce calendrier, on va dire qu'il y a d'abord la conception, la production, la publication, la diffusion et la mesure. C'est ce que je viens de dire. Ça, ce sont les différentes étapes du cycle de vie du contenu. Et donc, au niveau du calendrier, on va d'abord se poser la question du quoi, la question du comment, la question du quand, puis la question du où, puis la question du pourquoi. D'accord? Très importante cette question du pourquoi qui, souvenez-vous, c'est aussi la toute première étape. Donc c'est un cercle vertueux ici. On commence par le pourquoi et on termine par le pourquoi et on avance en permanence là-dedans. Ce qui devrait du coup être intégré également dans notre calendrier éditorial, c'est quoi? C'est l'idée de temps en temps, quand on a vu les performances d'un article sur lequel on attendait beaucoup de retours, et si on fait un bid parce que ça ne fonctionne pas, c'est de se dire que peut-être le mot-clé n'est pas bon, la tournure, l'angle ne sont pas adéquats par rapport à notre cible, et il s'agira à ce moment-là, évidemment, d'améliorer ça et peut-être de l'éditer, en faisant bien attention, évidemment, que si on édite le titre de l'article, ou l'URL, puisque les mots-clés doivent se retrouver dans l'URL également, eh bien, on fasse une redirection du coup pour ne pas perdre le trafic qu'on aura déjà gagné. Donc, sur le quoi dire? Dans le calendrier éditorial, comme je vous le disais, on va intégrer la communication commerciale, le contenu service, le SEO, les conversations et la marque média. Qu'est-ce que ça veut dire? Communication commerciale. Je vous donne un exemple. On travaille pour une enseigne qui fait du voyage sur mesure, donc voyage assez exceptionnel sur mesure, et ils viennent de rentrer plusieurs nouvelles offres, des offres thématiques.
Eh bien, typiquement, forcément, que nous allons aller travailler sur ces offres thématiques et donc travailler autour de ces thèmes dans les contenus et dans le calendrier éditorial. Le contenu service. Vous avez des cibles et des prospects qui ont un cycle de maturité. Cycle de maturité en 3 phases: considération, comparaison, conversion. On va aller produire des contenus qui vont répondre aux principales questions de nos cibles dans ces 3 phases de leur cycle de maturité, et on va intégrer ces thématiques-là dans le calendrier éditorial. On va ventiler. Donc on ventile, on met un peu de communication commerciale, un peu de contenu service, un peu de SEO, un peu de conversation, un peu de marque média. On fait en fait, c'est un peu vous aurez remarqué que je suis très fan des allégories, des métaphores et comparaisons. C'est un peu comme si vous préparez un bon plat bien diététique et bien riche en tout. Il faut un peu de tout. Il faut un peu de féculents, il faut des fibres, il faut des vitamines, il faut des protéines. On va effectivement s'assurer qu'on ait un bon équilibre, un bon régime éditorial. D'accord? Quand on dit conversation, c'est quoi? Typiquement, on se retrouve souvent dans des situations où, au moment de la diffusion, nos articles vont générer des conversations et des commentaires sur la page Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est l'occasion de reprendre ces commentaires et ces remarques qui très souvent sont pertinentes puisque ce sont des cibles auxquelles on s'adresse, et à partir de là, d'aller générer un nouvel article qui soit un interview de la personne ou qui soit un sujet d'approfondissement. Je donne un bête exemple pour une compagnie d'assurance dont on animait un blog communautaire, une plateforme communautaire pour les motards. Motards à la fois, effectivement, les motards durs et purs avec soit leur Harley Davidson, soit leur grosse BMW 1300 cc qui allait sur les routes de Bretagne en Provence, mais également le motard utilitaire, urbain, le 3 roues. Madame qui se met effectivement aux 3 roues parce qu'en ville, c'est quand même plus commode. Ou le papa qui se demande comment remiser sa moto en hiver, ou comment emmener son gamin de 5 ans à moto, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est prudent, etc. Bref. Nous avions donc des contenus qui étaient très axés effectivement utilité et conseils. Et dans les conversations, on s'est retrouvé un moment sur, je crois que c'était aux alentours d'octobre, avec un article sur remiser, je pense, ou sur les week-ends, les beaux week-ends encore pour profiter de l'été indien ou partir en Belgique et en France à ce moment-là. Et on a un de nos utilisateurs assez fréquents et visiteurs fréquents qui disait attention, parce que à cette saison, le soleil est bas et donc on a un risque d'éblouissement sur la moto, et il faut se protéger contre ce risque d'éblouissement parce qu'on risque des accidents. Et du coup, on est allé choper ce bonhomme sur Facebook, donc qui avait mis ce commentaire très utile et très intéressant. En discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'il avait lui-même eu un accident manifestement, et du coup, il a été force de conseil et on l'a interviewé dans un autre article. Et donc, vous imaginez que c'est cette conversation qui du coup nous a permis en fait d'incorporer, d'intégrer carrément la cible. Alors, si vous vous rappelez la pyramide de Maslow, ou le dernier niveau, c'est l'accomplissement personnel. En termes de relation et d'engagement avec la marque, cet élément-là, ce dispositif-là éditorial de conversationnel est effectivement le sommet en fait de la pyramide, et du coup est très fidélisant. Et quant à la marque média, c'est quoi? La marque média, c'est davantage en fait la marque qui va se positionner sur une actualité du secteur, sur une actualité en général, pour autant qu'elle soit légitime, bien sûr. Et donc là, on est plus dans l'idée en fait de faire un lien entre la marque et le monde, entre la marque et l'extérieur. D'accord? On dit toujours qu'une marque va devoir parler d'elle, de sa cible, du secteur, pour pouvoir effectivement décloisonner et sortir de sa caverne de Platon. Alors, donc, en termes de quoi, comment est-ce qu'on va se poser la question? C'est effectivement de se dire qu'il faut planifier, et qu'on va aussi, du coup, se poser la question des messages, des thèmes et des sujets. Si on n'a pas fait ça, ce travail général
qui fait partie de la ligne éditoriale, en fait, eh bien, on sera toujours un peu à l'avenant. Et donc, on aura certainement une performance, mais une performance qui n'est pas maximale et qui n'est pas maîtrisée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'idée du contenu service, on va devoir se poser les questions des cibles, des problématiques, des valeurs, des actions très importantes. Tout contenu aussi qu'on va produire doit générer une action. Et donc, dans le calendrier éditorial, il faut presque aussi avoir des colonnes qui vont être celles qui devront être donc demande de devis, interaction, commentaire, click-through. Donc, il faut générer de l'action et il faut pouvoir catégoriser ces actions et également, évidemment, créer de la conversation puisque aujourd'hui, on est dans cette logique de don et de contre-don et votre utilisateur est générateur de contenu lui aussi. J'ai parlé de ces trois phases, attention, considération, conversion, et donc l'idée qu'on va créer des contenus services pour les trois phases. Alors, juste pour un petit peu illustrer ça, je vais vous donner un exemple. On a travaillé pour le groupe Yves Rocher sur la thématique, par exemple, de soins de la peau, vieillissement de la peau. Eh bien, dans les trois phases, attention, considération, conversion, où moi j'avais parlé de considération, comparaison, conversion, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous le remettre. Donc, considération, comparaison, conversion. Donc, première phase, c'est la nana qui va avoir 40 ans et qui se regarde un matin dans le miroir en disant « Bon, il est peut-être temps que là, je fasse quelque chose. » Ou en tout cas, qui se pose la question. Donc, elle a des considérations sur le fait que sa peau vieillit, qu'elle vieillit. Et donc, elle va peut-être aller voir sur Internet, de se dire, tiens, comment font les autres? Qu'est-ce qu'elles font les femmes? Est-ce qu'elles protègent leur peau déjà depuis 30 ans ou de leurs 30 ans ou pas? Qu'est-ce qu'elles font? Ça, c'est la phase considération. Et donc, elle va peut-être aller mettre soin peau 40 ans, vieillissement peau 40 ans, ou routine peau, enfin routine peut-être même pas, si elle n'a pas l'habitude effectivement de faire des soins peau, elle sera pas dans le terme routine. Dans la comparaison, elle aura déjà été voir effectivement sur Internet et sur Google vraisemblablement, et donc elle aura déjà du vocabulaire tel que soins peau maison, recette crème anti-rides grand-mère ou recette do it yourself crème anti-rides, crème vieillissement, soin vieillissement, sérum vieillissement. Et elle aura aussi d'ailleurs d'autres termes tels que acide hyaluronique qu'elle aura appris via du Yves Rocher, via d'autres marques concurrentes, parce que ce sont des termes qu'ils utilisent tous et des ingrédients qu'ils utilisent tous. Et après, dans la phase de conversion, elle sera plus à aller voir effectivement sérum, acide hyaluronique Yves Rocher ou sérum ou crème anti-âge L'Oréal. D'accord? Donc ça, ce sont les trois phases. Et donc l'idée, c'est que vous, dans votre calendrier, il y a des moments où vous parlerez simplement en fait des soins anti-âge ou prendre soin de sa peau à 40 ans. Et puis il y a d'autres moments où vous serez davantage dans les bénéfices de l'acide hyaluronique et puis à certains autres moments, vous serez effectivement de pourquoi choisir le sérum ou les sérums ou différence entre les sérums et les crèmes de jour ou crèmes de nuit, Yves Rocher, Pierre Ricot, etc., etc. D'accord? Alors, je continue. Ça, c'est simplement, je vais pas m'attarder dessus, une ventilation des types de contenus que vous allez pouvoir mettre. Parce que bien souvent aussi, dans le calendrier éditorial, je vous parlais de variété et de régime éditorial là, tout à l'heure, on a tendance à faire un peu toujours pareil. Or ici, l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on voit, alors je suis désolée, je reverrai ça pour quand je vous enverrai le PDF, parce que là, on a quelques soucis. Donc, des contenus supports, des contenus communautaires, des contenus compagnons, des contenus qui sont plus des contenus divertissants ici et des contenus éclairés. Donc, je vous laisserai voir. Et puis, à chaque fois, je vous montre un peu le type de marque qui va aller effectivement produire ce type de contenu. Sur la matrice des contenus, je vous en avais parlé tout à l'heure, la matrice des contenus. Donc, c'est quoi la matrice de contenu? Une fois qu'on a les thématiques, son positionnement, on va aller, en fait, ventiler les types de contenus qu'on va pouvoir faire. Tout sur le quoi. Donc, typiquement, thématique, anti-âge. OK? Quoi? Eh bien, comment se soigner, comment prévenir, type de soins, crème, sérum, etc. Qui?
30 ans, 40 ans, 50 ans, femme active, femme sportive, plutôt sud, plutôt nord, habite au grand froid ou pas, comment prendre soin de sa peau, pourquoi prendre soin de sa peau, pourquoi choisir l'acide hyaluronique, etc., etc. Donc une fois que vous aurez décliné toute cette matrice-là, alors ça prend peut-être du temps au démarrage, mais une fois que c'est fait, on n'en démord pas et il y a moyen effectivement d'aller très très loin dans la variation des traitements et des angles sur ces sujets, puisque en plus vous allez avoir des personas différentes et donc avec des problématiques différentes. Ensuite, sur le comment, deuxième étape, on va poser la question des formats, des types, des canaux, des médias et comment intégrer les marronniers. Sur les marronniers, c'est assez simple, vous allez chercher les journées internationales, les journées nationales, les journées mondiales 2. Vous reprenez les grands éléments de vos marronniers que vous aurez capitalisés aussi d'année en année et vous voyez la pertinence de les intégrer ou pas dans vos contenus. Sur les médias, on va avoir le site internet, on va avoir les outils que vous utilisez pour le customer success ou le customer onboarding, pour le lead generation, la relance, l'automation, etc. Et évidemment les médias sociaux. Sur les canaux, dans les canaux, on va prendre effectivement donc les canaux entrants, canaux sortants ou les canaux, on va dire, partagés. Sur les types, on va prendre alors attention à la différence entre un format et un type. Donc dans le format, ça va être davantage format contenu court, contenu long, contenu animé, contenu dynamique, contenu co-construit, contenu storytelling. Et sur les types, on va avoir interview, on va avoir comparatif, on va avoir éditorial, etc., etc. Donc là aussi, choisissez un modèle simple avec quelques formats, quelques types, un ou deux canaux très différenciés, des médias qui sont faciles à utiliser et attention de bien les ventiler. Alors attention aussi, on le sait aujourd'hui, c'est difficile sur les médias sociaux en organique et dès lors, ne pas tout miser effectivement sur Facebook, ne pas tout miser sur le site internet. Aujourd'hui, l'email reprend ses lettres de noblesse, surtout que avec le RGPD d'un côté et le fait que les gens s'abonnent à vos contenus, s'ils s'abonnent à vos contenus, ça veut dire qu'ils y croient, ça veut dire qu'ils ont envie qu'on les tienne au courant et donc ça vaut le coup effectivement de réinvestir ça du coup ça vous donne aussi un outil supplémentaire pour générer du trafic, puisqu'il ne faut pas oublier vos objectifs. Le calendrier éditorial, c'est générer du trafic sur le site internet pour augmenter le SEO, pour augmenter le nombre de visiteurs au-dessus du tunnel, et puis aussi c'est votre calendrier éditorial qui va devoir accompagner l'utilisateur dans son cycle décisionnel pour pouvoir le convertir. D'accord ? Donc ça, c'est les questions du comment. Alors juste pour vous montrer que de nous, dans le comment, on va avoir donc des sujets d'articles, d'accord ? Et les sujets d'articles, on va intégrer déjà 2 mots-clés. Ce qu'on appelle la RP, requête principale, d'accord ? Et puis la requête secondaire. Et alors ça dépend, parce que quand on fait une volumétrie énorme où on a 20 articles par mois à écrire, on va pas aussi loin dans le détail, dans le calendrier. Les clients nous font confiance, mais sur, par exemple, un programme, donc typiquement ici, là, on avait vendu la conception du calendrier, mais pas la rédaction derrière. Mais dans la conception, il fallait effectivement défendre le choix des articles et le choix des titres également. Et donc, on mettait, donc vous voyez ici, c'est 1600 recherches par mois sur le mot-clé principal, 2900 recherches par mois sur le mot-clé secondaire, qui peuvent du coup amener 571 ou 700 visites. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a corrélé le choix des thématiques avec déjà des mots-clés, et ces mots-clés, on est allé voir le scoring, en fait. Et donc, typiquement, on voit que notre client, en top 1, il avait 0 mots-clés, en top 10, il en avait 5, en top 50, il en avait 30, 306 qui n'étaient pas du tout dans le top 50, et donc tout notre travail du calendrier éditorial a été émulé, a été impulsé par ce positionnement de départ, en sachant qu'il fallait absolument, par rapport aux concurrents, donc ça c'était les concurrents, qu'on puisse alors nous, on utilise une suite professionnelle, Vincent, de SEO. Il y en a beaucoup, il y a, je les connais pas comme ça par cœur. Chez nous, on utilise SEO Power Suite. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est assez bien foutue. Bon, il faut du temps pour pouvoir la maîtriser et pour s'y faire. Nous, ça fait 5 ans, 4-5 ans qu'on l'utilise maintenant.
Oh, moi, je trouve ça très amateur en fait, Vincent. C'est que si on a un plan de contenu et qu'on doit faire tous les 2 mois, ce que nous on fait en général, un rapport de performance et une vraie mesure, c'est pas en allant taper même dans une fenêtre de navigation privée dans Google, vous tapez un mot-clé et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qui sont les concurrents là, mais par contre sur un autre mot-clé, vous ne saurez plus si le concurrent est elle-même en deuxième, troisième position. Ici, regardez, je vais avoir donc mes mots-clés, d'accord? Donc ça veut dire que 306, j'ai à peu près là effectivement, allez, 350 mots-clés. Ben, je sais effectivement que sur Google FR, j'ai mes concurrents, regardez celui-là, ce concurrent-là, quoi. Il a 30 mots-clés en première position. Il a 83 mots-clés dans le top 10. Donc j'ai une vue beaucoup plus globale, j'ai une vue beaucoup plus professionnelle de ma concurrence, de mon positionnement et du coup de l'évolution. Vous voyez, donc via Google, typiquement, je viens de croiser une responsable de marketing qui fait ça. Je trouve que c'est laborieux. En fait, c'est juste laborieux. Euh, c'est la question du gratuit, Vincent. Vous savez, vous avez déjà vu un restaurant gratuit, vous mangez dans un restaurant gratuit, vous vous feriez opérer gratuitement. Est-ce que un magasin ne paie pas son électricité, son eau, son gaz pour pouvoir vendre sa marchandise? Donc, alors le problème aussi des outils gratuits, c'est qu'ils vous donnent pas tous les éléments. Sinon, ils n'ont pas de modèle économique. Donc nous, en fait, vu qu'on est des professionnels, qu'on promet de la performance et qu'on vend la performance et qu'on fait payer nos clients, eh bien, on n'utilise plus du gratuit. Je vais vous donner un outil, par exemple, qui est gratuit, qui est pas mal du tout, qu'on utilise pas mal. Eh bien, c'est gratuit, mais en fait, nous, on paye. C'est-à-dire qu'on peut faire un don. Eh bien, nous, régulièrement, tous les 3 mois, on fait un don par PayPal à alice.info pour la qualité de leur travail. Donc ça, c'est juste une question plus de philosophie et d'éthique dans le métier. Mais là, pour le coup, regardez, je vous l'ai dit, je donne des webinaires gratuitement, mais en même temps, c'est pas juste du gratuit non plus. C'est un donnant-donnant. Je vous donne des conseils, mais forcément que je vends aussi mon expertise et que d'une certaine manière, c'est le but aussi de vous convaincre de l'expertise de We Are the World et d'espérer derrière pouvoir nouer une relation commerciale. Mais bon, c'est pas le propos de notre article. Donc le gratuit, faites attention. En plus, l'intérêt de SEO PowerSuite, contrairement à d'autres outils où vous devez payer par mois et vous êtes tributaire parce que c'est un outil qui est en ligne. SEO PowerSuite a un modèle un peu différent. C'est que vous payez à l'année. Si vous anticipez bien d'ailleurs, ben, vous avez des belles réductions. Et c'est desktop, donc ça veut dire que c'est sur votre machine. Et moi, voilà, je trouve que c'est un outil tout à fait concluant, qui fonctionne très très bien et qui vaut bien ce que ça rapporte en termes de marketing. Je clôt cette discussion sur le gratuit. Le quand. Alors, le quand, c'est quoi? Ben, en fonction des habitudes et comportements. Allez voir sur Google Analytics quand vos visiteurs viennent. Allez voir sur Facebook quand vos visiteurs viennent. Allez voir sur LinkedIn, sur Twitter. Il y a aussi des outils pour vous permettre de mieux sonder les habitudes et comportements de vos utilisateurs et dès lors publier de cette façon anticipative. Typiquement, on a travaillé pour un fournisseur de matériel de plomberie et de chauffage. Eh bien, on s'est rendu compte que au bout de quelques essais, que le meilleur moment d'envoyer la newsletter, c'était le mardi matin à 7 heures. 7 heures du matin. C'était le moment où on avait le plus de taux d'ouverture et le plus de taux de clics. Donc, c'est des petites choses, des petits détails, mais on voit tous les éléments qui, du coup, doivent être intégrés dans ce planning de diffusion et dans ce calendrier. Les indicateurs et statistiques, donc, de ces habitudes et comportements, publiés et republiés, de grâce. Le contenu coûte cher, je vous l'ai dit, quand vous faites un article. Surtout si c'est du contenu service, savoir, par exemple, quelle solution anti-âge pour vos 40 ans, c'est quelque chose qui va, du coup, séduire, intéresser vos cibles maintenant, mais c'est du contenu service, donc également dans 6 mois, également dans 1 an. Donc, republier ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à réutiliser vos contenus, à recycler vos contenus, d'accord? Et puis, évidemment, intégrer le média et le marketing. N'oubliez pas de pouvoir, de temps en temps, d'intégrer des liens vers une page produit, des liens vers une page catégorie, des liens vers une demande de devis, des liens vers un cran commercial un peu plus élevé. Régularité et fréquence, absolument nécessaire, à la fois pour Google, une fois de plus, puisque dans votre crawl budget,
plus vous avez une régularité, une fréquence, mais plus effectivement Google reviendra de façon régulière chez vous. Moins vous bossez, moins il bossera. Et pareil sur les newsletters. De grâce, essayez d'avoir une newsletter régulière pour pouvoir assurer cette conversation, cette communication récurrente. Alors sur les marronniers, j'en ai parlé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher au long de l'année ce que vous allez avoir comme marronnier qui pourrait être intéressant pour vous et du coup créer du contact avec le réel. C'est quelque chose qui va surtout fonctionner sur les médias sociaux, les marronniers. Donc ça va être des prétextes en fait pour aller republier des contenus qui sont des contenus services. Donc on aura juste un prétexte pour pouvoir derrière rebalancer effectivement du contenu service. Attention aussi à vos peak time et vos meilleurs moments de publication. Alors on a effectivement, regardez ici par exemple, les meilleurs et pires moments pour publier sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur Google+, sur LinkedIn. Alors ça, je sais même plus, je pense que ça date de 2018. Mais il suffit d'aller voir sur votre propre Facebook pour voir un peu quels sont les moments les plus dynamiques. Alors évidemment, c'est un peu la poule et l'œuf, parce que si vous ne publiez jamais entre 1 heure et 4 heures, ben, vous ne pourrez pas savoir qu'entre 1 heure et 4 heures, ben, vos cibles, elles sont effectivement actives. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller d'abord sur ce genre de recos, même si on trouve très souvent des recos avec des conseils très divers, et puis du coup, d'essayer d'aligner et d'ajuster chez vous. Parce qu'évidemment, au fond, le gros enjeu aujourd'hui du calendrier éditorial, c'est pas juste d'être très bien conçu, très bien préparé, très bien produit. C'est également la visibilité de votre contenu, parce que la performance de ce calendrier sera aussi dépendant, bien sûr, de derrière la visibilité des contenus et la performance des contenus eux-mêmes. Alors sur le où publier, ne pas hésiter de temps en temps à faire du offline. Un événement, par exemple, c'est du offline, plutôt qu'un webinaire, une rencontre, plutôt qu'un livre blanc PDF, pourquoi pas un livre blanc papier à commander sur le site. Alors d'aucuns diront c'est pas écolo. Parfois, quand on voit effectivement l'empreinte carbone des emails qu'on envoie, c'est encore moins écolo que le fait d'utiliser un bon du papier recyclé sur de l'impression à tirage limité. Donc pourquoi pas le offline, ça fonctionne bien, les gens ont besoin de contact, les gens ont besoin de vivant, et donc ça veut dire qu'on peut intégrer aussi dans son calendrier effectivement des rencontres et qui seront du coup plus le prétexte à produire du contenu par après. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi mon webinaire sur la récolte des contenus métiers, où je recommandais notamment d'animer des sessions métiers thématiques. Eh bien, c'est typiquement l'occasion d'aller effectivement créer du contenu, et donc du contenu en amont, du contenu derrière. Évidemment, site internet et blog avec différents types de contenus. Donc les contenus opportunistes, les contenus opportunistes, typiquement, c'est des contenus conseils plus, ça va être les pages conseils sur du e-commerce. Et puis les contenus froids, c'est plus les pages qui vont être votre philosophie, vos valeurs, les conditions de votre e-commerce, etc. Et après, on va avoir tous les contenus qui sont plus des contenus chauds, qui vont varier en fonction de votre catalogue. Donc, à la fois les pages produits, mais aussi les pages catégories, les pages mères, les pages filles, donc toute l'arborescence des pages catégories. Ça doit être intégré aussi dans votre calendrier éditorial. Je vous dis, le calendrier ne doit pas intégrer que de l'actualité. Il faut aussi avoir un programme de contenu plus vaste. L'email et la newsletter, pour le push, c'est excellent et nécessaire. Il ne faut pas croire que les gens qui aiment vos contenus reviennent à chaque fois que vous allez publier un article. C'est pas mal de leur mettre dans leur boîte à lettres, effectivement, les derniers articles que vous avez produits. Les médias sociaux et le RP, j'en parlais tout à l'heure, le RP qui est très bon pour le netlinking, évidemment. Donc l'idée d'aller appeler de temps en temps quelques médias en disant on vient de faire une nouvelle enquête, est-ce que ça vous intéresserait de la diffuser ou de faire une interview sur cette enquête pour qu'on en parle chez vous. Ça vous donne un sujet à traiter, vous faites un lien vers l'article, etc. Parce que c'est profitable également, évidemment, au backlinking. Les partenariats, c'est très intéressant aussi, les partenariats. Typiquement, d'ailleurs, le webinar, qui est un contenu, peut être fait en partenariat. Ça permet du coup d'augmenter la visibilité de votre contenu, d'augmenter aussi le reach, parce que vous avez 2 bases de données, puisque 2 partenaires ensemble vont tous les 2 communiquer. Donc ça a du sens, effectivement.
Et là, je vous donne d'ailleurs un peu un mapping des différents types de contenus qu'on va pouvoir faire, parce je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que le contenu papier, l'article, le webinar, les marronniers sur le social media, des e-books, des formulaires de contact, du pay-per-click, des press releases, des blog content, de l'organique, des quote requests. Il y a suffisamment de types de contenus à pouvoir ventiler dans votre calendrier. Alors, je vous donne d'ailleurs ici un peu un cycle sur d'ailleurs plus ou moins du vécu, parce que c'est une vraie ligne de vie d'un contenu ici. Donc, c'était un article de blog qu'on avait produit pour un client dans le domaine bancaire, qu'on avait relayé sur les réseaux sociaux. Il avait eu beaucoup de succès et c'était, je sais plus le sujet, je pense que c'était sur les critères psychologiques qui déterminent si on est épargnant ou si on est investisseur. Et donc, de là, on avait mis l'article dans le magazine institutionnel, on avait approfondi avec l'interview d'un psychologue d'université d'ailleurs. Et puis de là, en fait, on avait été invité, enfin, le client avait été invité à une prise de parole directe sur différents médias, à la fois donc sur les Échos, sur l'Obs le Plus, et puis en tant qu'auteur également sur LinkedIn, hein, puisqu'on peut écrire des articles sur LinkedIn, ce qui avait permis d'approfondir le sujet en faisant une vraie thématique en fait sur plusieurs articles. Et du coup, ça avait été un tel succès puisque ça avait généré plus ou moins 5 à 10% du trafic entrant sur les quelques mois qui ont suivi, qu'on en avait fait une synthèse dans le rapport annuel. Donc, c'est vous dire qu'il y avait une vraie durée de vie. Alors, juste pour vous donner, parce que c'est très bien d'avoir de la stratégie, c'est très bien d'avoir des ressources humaines et budgétaires, puisque vous avez vu que ça prend du temps. Et puis, il y a les outils, on va dire, opérationnels. Il y en a plein des outils pour le calendrier éditorial. On a tendance, nous, à utiliser beaucoup Trello, tel que vous le voyez ici pour un de nos clients, où vous pouvez d'ailleurs en plus le basculer soit en mode calendrier, soit en mode carte, vous voyez, avec des colonnes, où justement dans les colonnes, vous allez pouvoir mettre les thématiques au niveau stratégique, l'opérationnel, la diffusion médias sociaux, etc. Donc c'est pas mal aussi, ou en fonction de vos call to action, vous pouvez utiliser des couleurs, des tags, vous invitez forcément des gens, il y a plusieurs personnes qui peuvent participer au Trello. Et puis l'avantage surtout, c'est qu'on sort de Excel, c'est qu'il est collaboratif, c'est qu'on peut inviter du monde et donc on n'est pas à se retrouver, comme on a eu très souvent le cas malheureusement, avec 6 personnes qui doivent y participer et puis la dernière personne n'a pas été remettre sur le dossier partagé le fichier Excel mis à jour et donc on se retrouve avec 3 versions, 4 versions différentes et des gros problèmes de mise à jour et de cohérence entre les versions. Donc, alors il y a Trello, il y a Mastertalk, il y a plein d'autres possibilités, mais c'est pas mal effectivement dès lors qu'on mutualise ce calendrier de prévoir un outil en ligne accessible par différentes personnes. Et dans la mesure, qu'est-ce qu'on va aller mesurer sur les performances de ce calendrier, puisque c'était la promesse, l'acquisition. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveaux abonnés sur la newsletter? Le lead nurturing, qu'est-ce qu'on a comme prospects qui de dormants sont passés à éveillés et qui du coup sont devenus des prospects chauds et qui posent des vraies questions et où donc on a déjà un début de conversion, ou le prospect qui devient vraiment client. Comment est-ce qu'on fidélise du coup le client actif? Et après, évidemment, la notoriété, très important, la notoriété, puisque cette notoriété, je vous donne un autre exemple, on travaille notamment pour une école d'administration publique, donc administration publique, leur clientèle, j'ai envie de dire, ce sont des agents de l'État, ce sont des fonctionnaires, donc on n'a pas des obligations de conversion puisque toute cette école est accessible uniquement à ces fonctionnaires qui parfois ont même l'obligation de suivre certaines de ces formations. Et l'idée, c'est simplement qu'en fait, dans le blog qu'on anime, sur lequel on a un podcast, des quiz, des cartoons, des articles, des dossiers, eh bien, c'est d'amener de la notoriété pour cette école, qui est une école assez nouvelle, et que les contenus puissent donner, en fait, susciter de l'attrait, de l'attention et une idée positive de l'école. Donc, on est vraiment sur un projet. Alors, forcément qu'on y met du SEO, mais c'est vraiment une question davantage de notoriété.
Et donc ici, je vous donne donc vous aurez le PDF de toute façon, mais vous aurez ici, voilà, quelques indicateurs de mesure. Donc en amont, première étape, je vous ai dit, il y a la mesure, vous avez donc le nombre de visiteurs, les nouveaux leads, etc. Et du coup, vous pourrez vous mettre vos propres critères et vos propres indicateurs de performance. N'en mettez pas trop au démarrage, plutôt effectivement 4, 5 qu'une dizaine. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir se mettre des indicateurs pour être sûr que ça marche. Évidemment, nombre de partages, nouveaux membres, e-réputation, est-ce que du coup, vous avez augmenté vos positions dans le top 1, où on n'avait pas de position là chez notre client tout à l'heure, le nombre d'inscrits à un newsletter, le nombre de pages par visite, le taux de rebond, les pages vues, il y a suffisamment d'indicateurs pour faire joujou. Donc, je résume, le quoi, le comment, le quand, le où et le pourquoi. Ce sont vraiment les 5 étapes pour créer votre calendrier éditorial. Et à chaque étape, on a une phase bien précise du cycle de vie du contenu qui nous permet au final de maximiser votre programme éditorial. Et j'en resterai là, il est juste 10 heures. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Harigui, je suis désolée. Non, tout le monde a le son. La conférence a commencé à 9h05 et tout le monde a eu le son. J'ai pas eu d'autres. On a eu quelques soucis au tout démarrage, mais j'ai pas eu d'autres retours de problèmes de son. Et donc, comme je vous le dis, par audio, vous ne l'entendrez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Vincent, Camille, Violaine, Mohamed? Avec plaisir, Vincent. Angélique, Henri, est-ce que vous avez des questions? Parfait. Très bien. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de questions, je vous remercie vivement pour votre participation. Et puis, vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vous enverrai donc rapidement à la fois le PDF et l'enregistrement de cette session. Et je vous dis à bientôt, puisque vous le savez, nous faisons d'autres webinaires. Nous avons encore 2-3 dates là, cette saison-ci, j'ai envie de dire. Donc jusque fin juin. Et nous allons très bientôt remettre d'ailleurs aussi de nouvelles dates pour septembre, avec aussi un projet sans doute cet été de 1 semaine de Summer School sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Merci pour votre attention. Merci, belle journée également. Merci Vincent. Et puis au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir tout le monde.